trouve là-bas, à ma gauche. Donc, il y a un petit questionnaire là-dessus. C'est le petit. D'accord? Je distribue le premier. Il y a deux autres questionnaires. Le questionnaire d'abord, il y a un recto. Alors, après il y aura le petit documentaire, après il y aura un film. Donc, avec le temps, on vous rappelle quand vous avez certains feuilles, il y a un film. Je vais prendre ça là. Les formations de Marseille ont été les plus dures. Marseille n'est qu'une seconde étape après Toulon en général. Oui. Je crois qu'il est préférable que je vous dise une chose. C'est qu'en définitive, on n'a pas pris Toulon puis Marseille, on a pris Toulon et Marseille d'un seul coup. Et c'est là que l'opération, comment dirais-je, s'est développée souvent des événements imprévisibles et qui ont entraîné la nécessité de changer le plan d'opération tel qu'il avait été prévu. Tout a changé de jour en jour. Au fur et à mesure qu'on a vu que Toulon résistait alors que le département payait, eh ben on a marché on a appuyé sur le département pour déporter Toulon, fermer Toulon, continuer sur Marseille, et c'est comme ça que les batailles ont duré à Toulon, elles n'ont plus qu'à Marseille. On a vu qu'à Aubagne, qu'on a attaqué avec les booms d'une part, avec les chars de sud et avec la troisième ligne, quand on a vu que ça cédait et que l'on était parvenu sur toutes les hauteurs qui nous entourent, et bien on est descendu dans Marseille, tous à la fois, et après ça a été des combats sporadiques auprès de tous les centres de résistance de l'ennemi, dont Notre-Dame de la Garde qui en était un. Les pertes ont été sérieuses pour monter à Notre-Dame de la Garde, mais il y avait eu avant, il faut le reconnaître, des combats extrêmement violents, par exemple à Aubagne, pour pouvoir pénétrer. C'est sensible à la façon dont le documentaire est construit et être sensible aux personnes qui sont interrogées, en ayant peut-être en tête qu'il y a des personnes qui sont un peu occultées, un peu oubliées, ou très peu évoquées. Voilà. Bonjour à tous, je suis mademoiselle Apollo Émilie et aujourd'hui je vais parler de mon grand-père Pierre Apollo qui a assisté, participé à la Seconde Guerre mondiale. Né en 1911 à Saint-Germain-en-Laye, en région parisienne, Pierre Apollo est venu en convalescence à Grasse suite à des problèmes de santé, puis s'y est installé. Il a ouvert le premier atelier photographique de la ville dans la traverse Victor Hugo, où il a vécu avec sa famille. Il a ouvert le premier, c'est en 1943, en pleine Seconde Guerre mondiale, qui se porte volontaire, enrôlé dans le réseau Tartane Masséna, appartenant au premier réseau de renseignement Fratrie. Réseau homologué et reconnu FFC, Force française combattante, et FFL, Force française libre. Mon grand-père, Pierre Apollo, agissait sous le pseudonyme choisi par lui-même d'Hercule, sous le nom de RJ 1177. À 32 ans, il était marié, 2 enfants, dont une qui allait naître. L'une de ses missions importantes reconnues fut de photographier les installations des blocos allemands
tout au long de la côte de Menton à Fréjus, afin de remettre ces clichés aux Américains, dans le but de faciliter le débarquement en Provence d'août 1944. Pierre Apollo, mon grand-père, circulait de nuit en moto tout au long de la côte avec son appareil Leica caché sous son cache-nez, fabriqué par ma grand-mère. Quand il rentrait à son domicile, il remettait les pellicules à ma grand-mère qu'elle cachait dans des tubes de dentifrice en attente d'être développées dans sa chambre au noir, ceci dans le cas où une perquisition serait effectuée à son domicile. Après le développement des pellicules, les films étaient alors transmis via le réseau aux Américains. Le général de Gaulle lui a attribué la croix de guerre avec l'étoile de vermeil, car il a continuellement pris de gros risques et n'a pas hésité à franchir des zones interdites par l'ennemi pour mener à bien les missions qui lui avaient été confiées. Il a pu ainsi transmettre des documents de tout premier ordre sur les ouvrages défensifs allemands, ce qui a permis aux Alliés de faire un juste choix sur le lieu précis du débarquement de Provence. Il était encore probablement en mission en 1949 quand il est parti en Afrique, officiellement pour couvrir un voyage touristique. Il y est malheureusement décédé en février 1949 d'un accident de voiture, selon la version officielle, sur une piste au Niger, dans le village de Malbaza, à la frontière du Nigeria. Il reste des zones d'ombre sur cette fin tragique. Décédé à l'âge de 37 ans, il laisse 3 enfants et une veuve, sa femme Gabrielle Apollo Duhamel, à qui il avait confié de nombreux clichés et attestations concernant ses missions. Ce sont de précieux documents pour sa famille et pour l'histoire avec un grand H de la ville de Grasse. Oui. Je ne sais pas si vous l'avez dit tout à l'heure, votre grand-mère m'avait expliqué, parce qu'on a fait un colloque là-dessus sur Grasse il y a une quinzaine d'années, qui cachait les renseignements, voire les appareils photo, dans la poussette de ses enfants. Elle cachait ça, elle se déplaçait pour aller le lui amener, pour pas que la police le trappe. Vous connaissez cette histoire? Non. Ben, elle me l'a raconté. Privilège. Je n'ai connu que les dentifrices. Mais la poussette était rigolo. Oui. C'est une dame très courageuse, votre grand-mère. Très. Elle avait de la trempe. C'est ça. Voilà. Donc, à la suite de ça, on va vous présenter quelques clichés des photos aériennes de mon grand-père. Et on va un peu vous expliquer au fur et à mesure les endroits précis. Voilà. Donc là, on voit mon grand-père en moto et il avait sous son manteau son appareil photo caché. Voilà, et donc il circulait comme ça. Donc là, il faisait un repérage des champs de vignes. De mines, pardon. Je peux peut-être juste préciser pour les élèves, on ne se baignait pas pendant la Seconde Guerre mondiale, on est bien d'accord. Hein. Toutes les plages étaient interdites, largement minées. Avec des fils de barbelés. Ça risquait de faire mal d'ailleurs.
Et c'était vu comme stratégique par rapport au risque de débarquement. C'est ce qu'a photographié M. Apollo. Évidemment, photographie strictement interdite et circulation strictement interdite aussi. Donc là, on voit les carrières de Dramont. Explique. Vas-y, explique. Ouais, des blocos, tout s'était détruit après la guerre, hein, sur les bords des plages, des réseaux de barbelés, un blocos lâché sous des filets. Alors la plupart de ces photos, je pense que c'est des photos ou ratées ou qui n'avaient pas d'intérêt. Les bonnes photos sont parties pour les troupes américaines. Elles ont été embarquées par sous-marin ou par vedette rapide pour préparer le débarquement. Ces photos ont été récupérées de la famille mais elles sont quand même intéressantes. Alors il existait un registre qui disait où ça se trouvait, mais il s'est perdu dans les successions. Voilà. Le cos toujours sur la côte. Les blocos dissimulés en magasin ou en maison, quoi. On ne sait pas exactement où ça se trouvait. Il a existé un registre où tout était. Ça doit être, de toute façon, dans les archives américaines, ils ont certainement tout le registre et les bonnes photos, je pense. Hein. Ça, des photos qui n'étaient pas exploitables. Les blocos avec la côte. Hein. D'après les barrières, c'est près d'une gare, ça, mais laquelle? On ne sait pas. Après, il y a une série de clichés intéressants parce que c'est sur Nice. On reconnaît quand même pas mal Nice. Ça, c'est Saint-Raphaël, le pont de chemin de fer. Les réseaux de barbelés. Des murs anti-chars qui bloquent les rues. Au niveau de la côte, souvent. Ça, c'est Nice, la place Île de Beauté, c'est en face du port. Ça, c'est les murs aussi, peut-être. Jasmin le premier, peut-être. Des maisons aussi qui ont été occupées par les Allemands. Vous voyez, ça, c'est une maison qui doit être occupée par les Allemands. C'est vraiment les maisons du bord de mer qu'on voit vers, entre Saint-Raphaël et Cannes, je dirais. Hein. Voilà. Aussi. Il faut penser que chacune de ces photos ont été faites dans la clandestinité. Et il aurait dû, s'ils se faisaient attraper, c'était guillotiné, quoi, pour une photo. C'est le tarif pour les espions. Une maison qui devait être occupée par les Allemands ou transformée en blocos. Ça, on a trouvé où c'était. Ah oui, c'est ça, au niveau de la gare de Cannes-la-Boca. Voilà. Un mur anti-char. On reconnaît la stérelle derrière. Là, des véhicules cachés sous les arbres. Là aussi. Ça, c'est à Nice. Un pont de chemin de fer à Nice. Là aussi. Avec un blocos. Et il y a un blocos. Là, il y a un blocos. Là aussi. Il y a un pont. Ça, c'est le viaduc du pont du Loup. C'est le viaduc du pont du Loup. Et
Là, c'est la gare Saint-Roch à Nice, qui a été bombardée. Et les photos étaient prises après le bombardement. On l'a envoyé après le bombardement pour voir l'état des lieux, quoi, hein. Si ça avait été détruit, s'il fallait revenir ou pas. Là aussi, c'est la gare Saint-Roch, toujours à Nice. Là aussi, c'est la rotonde qui a été touchée par les bombes américaines. Et toujours, on remarque qu'il donne la moto, il prenait les photos assis sur sa moto. Ouais. Pour être plus discret. Ça, c'est le port de Nice avec des wagons. Ça, c'est le port de Nice, ça a été intéressant. Moi, j'ai le fusée anti-sous-marin qui est à l'entrée du port. Les Allemands ont permis aux bateaux ou sous-marins de rentrer dans le port. On n'entend pas. Hop. Ah, bien. Ça, c'est Nice bombardé. Hein. Ça, c'est un pont qui a été construit en bois pour remplacer le pont qui avait été bombardé. Et il sera bombardé aussi, celui-là. Hein. Les Américains passeront à Gay après, dans le Var, pour traverser le Var. Ça aussi, c'est le cloche qui se trouve vers la gare du Sud, à Nice. Ça, c'est la place Saint-Luzeau, en bas de la moyenne corniche. Là aussi, c'est du passage à niveau, celui-là. Là, c'est la gare la poste-tiers, hein, à droite, là. La promenade des Anglais, au début. Ça, c'est un mur qui était en bas de la basse corniche, hein, un mur anti-char. Là aussi, les blockhaus ont été construits au bord de mer, qui ont été démantelés de suite à la libération. Et ça, c'est la place Masséna. Et la rue qui part là-bas, c'est vers le Vieux-Nice. Là aussi, un mur anti-char. Ça, c'est le Jardin le Premier. On reconnaît le monument du centenaire. Là. Ça, c'est l'hôtel suisse, le bout du château de Nice, avec la tour Belanda, peint camouflé. C'est 36. À Robacapéo, pour l'histoire, voilà. Ça, un peu plus loin. La promenade des Anglais. Ça, c'est pris à Grasse. C'est un camion allemand avec un canon anti-aérien. C'était souvent utilisé contre la résistance. En fin de convoi, ils traînaient ça. En cas de barrage, ils pouvaient être mis en batterie immédiatement. On le voit encore. C'est la place aux herbes. Non, pas aux herbes. Non. La vieille poste. Je crois que c'est pris vers la gare de Grasse, là, en bas. Côté de la grille. Alors là maintenant, c'est une nouvelle série de photos. C'est l'arrivée de la libération. C'est plus les photos prises en tant qu'espion. C'est les premiers commandos américains qui arrivent à Grasse. Là-dessous, sur la place en dessous. Là aussi, hein, c'est ici. Oh, c'est à quelques mètres d'ici. Hein. Voilà. L'arrivée des Américains avec leur jeep. Ça, ce sont des parachutistes américains, à leur uniforme, avec une voiture récupérée par les FFI. Voiture civile. Voilà, des résistants qui sont pris là sur la place. Hein. Il y en a un qui a un insigne du mouvement combat, celui de droite. Là aussi, encore les résistants. La soie. Là aussi, là, il y a des peu amusants. Il y en a un qui a un fusil à un silence. Ça m'étonnerait qu'il. À droite. C'est la place du Prince. Le dernier à droite a un fusil à silence en main. C'est vraiment pour le folklore. Là, hein. Ça, c'est moins pour le folklore. C'est le gars qui a été arrêté, c'était le qui s'occupait comment on appelle pour les travailleurs en Allemagne, hein, pour le centre et il est arrêté, là il va être fusillé immédiatement. Hein. C'est pris juste en dessous là, hein, c'est pris. Ouais. Là une usine qui a été électrique qui a été dynamitée.
bombardé. Un car allemand détruit aussi. Un bulldozer. Les Américains avaient des bulldozers immédiatement pour dégager les routes. Hein. Grasse. Ça, c'est en bas vers le plan de Grasse, vers la gare, je pense même. On dirait un chemin de fer. Ça, c'est le pont qui est l'ancienne voie du train d'Épingle, là. Hein. Tiens, à Grasse. Ça, c'est la libération, les manifestations de quelques jours après. Hein. Tu sais qui c'est qui parle? Tu n'as pas identifié le type qui parle? Oh, toi, tu dois les connaître, je pense. Alors voilà, ça, c'est le papa de Guérini, hein, qui est sur l'avion. Son père va être chargé de faire des photos aériennes avec le pilote américain. Voilà, ça, c'est le pont du Loup, hein, détruit, pris d'avion. Hein. Ça, c'est le port de Cannes. Et voilà. Le port d'Antibes, qui était petit à l'époque, hein, maintenant, il prend toute la rade, là. Hein. Alors là, c'est le pont du Var, et tous les taches noires qu'on voit, ce sont des cratères de bombes, hein, qui sont remplis d'eau, pratiquement, avec la nappe phréatique. Hein. La promenade des Anglais, le port de Nice. Alors ça, c'est un document qu'on a fait à la Libération. Hein. Ouais. Ça, c'est les Américains qui le remercient. Signé les Anglais, Montgomery. Hein, voilà. Un diplôme. Et ça, c'est un diplôme français. Voilà. On est arrivé au bout. Hein. Maintenant, si vous voulez lui poser des questions à Amélie. C'est fini. À toi. Est-ce que au niveau de l'approvisionnement du comment c'était fourni par les habitants? Parce que j'imagine que c'était réquisitionné. Excusez, je suis un peu sourd. Pour l'approvisionnement en pellicule, comment Eh bien, il était photographe, donc il avait qu'à y commander. Il n'y avait pas de restriction. Ouais. Pour les photos, il utilisait un appareil Leica de Leitz. C'était le summum pour l'époque, parce qu'en plus, il avait des objectifs interchangeables. Et sa profession pouvait. D'ailleurs, on y a payé le Leica. Hein, Je voulais lui demander, elle a parlé du réseau Fratrie. Ah, ben, je vais être. Vous avez parlé du réseau Fratrie, hein, ou de Mithridate, c'est ça? Oui, d'accord. C'est le réseau de Lecomte. Très bien. Nous n'avons pas compris, monsieur. Non, mais c'était juste une précision sur un réseau de résistance. Bon, une petite précision. Son papa était photographe aussi. C'était le photographe de Pablo Picasso. Et la marraine des Médicis, c'est Jacqueline Picasso, la femme de Picasso. Voilà. Je peux rajouter. Allez, bravo. Bon, je vais me présenter d'abord. Et j'explique un peu pourquoi j'ai été invité par Monsieur Chrysanas, qui reprendra un peu ce que je dis aujourd'hui, il le reprendra demain, donc ça vous entrera bien dans la cervelle. Bon, ce que je représente ici, c'est l'amicale du maquis Fort-de-France, qui a été fondée le 17 novembre 1944, après la libération, après la libération de Digne. Ce sont des gens qui se sont rassemblés parce qu'ils avaient été résistants et ils voulaient qu'on se souvienne.
L'autre jour, j'ai demandé à un de mes petits-neveux, parce que j'étais en train de préparer cette intervention, alors je lui demande si je te dis maquis, à quoi tu penses? Il me répond, c'est un rouleau japonais, c'est vachement bon. Bon, en effet, le maquis, c'est quelque chose qu'on mange, hein, et c'est bon. Alors, bon, ça m'a fait un peu rire, mais j'ai compris que, une fois de plus, le temps qui passe crée dans chaque génération des différences culturelles et linguistiques qu'il faut savoir accepter. Bon, ici, tout le monde sait ce qu'ont été les maquis, hein, et le rôle qu'ils ont joué dans la Deuxième Guerre mondiale. Mais peut-être qu'on ne se souvient pas exactement de ce qui s'est passé quand ils ont été créés et pourquoi. Les maquis, il y avait une expression corse qui existait déjà, mais tout le monde ne la connaissait pas. Et elle a été reprise au moment de la création du STO, c'est-à-dire du service du travail obligatoire, qui avait été créé par le régime de Vichy le 16 février 1943 et qui obligeait les hommes âgés de 21 à 23 ans à partir en Allemagne pour travailler principalement dans les usines d'armement allemandes. Et cette idée du maquis est apparue à ce moment-là. Elle a désigné une forme de guerre nouvelle. Là, on vous a parlé de la guerre militaire, hein, principalement. Mais là, il y a eu une autre forme de guerre. Et elle a entraîné des transformations profondes dans les mentalités. On en garde un peu le souvenir. Je vais vous lire simplement là, une citation de Henri Freinet, qui était celui qui a créé un des premiers mouvements de résistance, le mouvement Combat. Et il est à son comité directeur, et puis tout d'un coup, il dit... Marcel Peck m'informe qu'une centaine de jeunes gens, pour la plupart de la région parisienne, réfractaires au STO, c'est-à-dire à ces services de travail obligatoire, réfractaires, se sont réfugiés en Haute-Savoie, dans la montagne, où ils s'organisent pour vivre clandestinement et où ils sont bien décidés à se défendre si on vient les rechercher. En somme, dit Michel Brault, un de ceux qui ont rejoint le mouvement Combat, ils ont pris le maquis. Et Henri Freinet dit, c'est la première fois, à ma connaissance, que le mot était prononcé. Il s'imposera tant il correspondait à la réalité et une tâche nouvelle, donc une tâche nouvelle pour ces gens qui étaient résistants, une tâche nouvelle, bientôt d'une singulière ampleur, s'imposait à nous. Des maquis, il y en a eu beaucoup, et très différents les uns des autres au départ. Le maquis Fort-de-France, donc moi j'appartiens à l'amicale du maquis Fort-de-France, a été créé à la mi-février 1944 lors d'une réunion de 3 jeunes gens, 3 qui étaient eux-mêmes maquisards depuis assez longtemps, enfin oui, qui avaient combattu. Donc il a été créé lors d'une réunion. Bon, moi j'appartiens non pas aux Alpes-Maritimes, mais aux Basses-Alpes, comme on disait autrefois, aux Alpes de Haute-Provence. Donc il a été créé lors de la réunion à l'Hôtel Pascal à Barème de ces 3 jeunes gens, déjà fortement engagés dans la résistance, et qui souhaitaient à ce moment-là participer plus activement et plus efficacement à la guerre de libération qui venait de s'engager avec l'intervention des troupes alliées. Donc cet hôtel, dans ce petit bourg de Barème, cet hôtel, depuis très longtemps, accueillait et protégeait les maquisards et
D'ailleurs, Barème a reçu la Croix de guerre pour son activité d'assistance aux forces françaises de l'intérieur. Alors, le nom de ce nouveau maquis, le maquis Fort-de-France, il a été choisi en hommage au capitaine Gérard Pierre Rose, dit Manfred, parce ils avaient tous, il ne faut pas que je prétende que je suis de cette époque-là, mais ils avaient tous donc des pseudonymes de guerre. Donc ce capitaine Gérard Pierre Rose s'appelait à ce moment-là Manfred. Il s'était appelé précédemment Prince, Manfred. Voilà. Et ce Manfred avait d'abord appartenu, les capitaines, à l'armée, à l'ORA, c'est-à-dire l'organisation de la résistance armée, et puis qui s'était peu à peu réunie avec ce qu'on appelait l'armée secrète, qui est composée de maquisards, dont beaucoup d'ailleurs appartenaient au mouvement combat. Donc, Manfred avait dirigé la première école de cadres dans les Basses-Alpes, et je vous en parlerai tout à l'heure. Ce qu'il y a d'intéressant, c'est qu'il était originaire de la Martinique, et si nous avons choisi ce nom, si ce nom a été choisi de maquis Fort-de-France, c'est parce que Fort-de-France est la capitale de la Martinique. Et que ce nom, Fort-de-France, résonnait un peu comme le nom d'un bastion de la France, de la France patriotique, disons. Et ce maquis qui s'appelait Fort-de-France avait reconnu Manfred comme son chef. D'ailleurs, c'était un personnage très particulier et c'était une sorte de héros. Il était connu de toute la région. Il avait été choisi pour coiffer en quelque sorte toute la vallée de l'As dans cette région. Et il était connu de toute la région. J'ai rencontré beaucoup de gens qui l'avaient connu. Et il était très aimé, admiré par la population. Il a été poursuivi évidemment par les Allemands. Et les Allemands l'appelaient le Schwarz, en allemand donc le noir. Il a été pris et fusillé le 18 juillet 1944. Et depuis, chaque année, à l'anniversaire de sa mort, nous faisons une commémoration de ce qu'il a été dans la résistance. Une amicale, qu'est-ce que c'est ? C'est une association d'entraide. Officiellement, c'est ça. Et donc, juste après la libération, l'amicale a voulu rassembler, dans un esprit de camaraderie, tous ceux qui avaient combattu, tous ceux qui se souvenaient encore, tous ceux qui pouvaient témoigner, et aider éventuellement les familles des gens dont certains étaient morts, dont certains avaient des difficultés. Mais bon, à mesure que les années passaient, les gens ont disparu, beaucoup sont morts, et l'amicale n'a pas voulu disparaître. Et donc elle s'est engagée dans un combat, un autre combat, un combat différent, celui d'ailleurs qui nous rassemble ici, un combat contre l'oubli. Elle a essayé de rassembler des témoignages, d'organiser des commémorations, et elle travaille de concert avec le musée de la Résistance. Vous avez entendu le directeur tout à l'heure, qui nous aide beaucoup, et avec la municipalité de Barème, ce bourg dont je vous parlais tout à l'heure, qui lui a ouvert dans l'espace de la mairie, sur les lieux mêmes où se trouvait cet hôtel, l'hôtel Pascal, qui recevait des résistants ou des jeunes qui étaient du pays, leur indiquer où ils pouvaient se planquer. Voilà. Donc,
c'est là que ce combat, disons, ce combat que nous menons contre l'oubli, c'est ça qui nous fait travailler. Hein. On n'est pas très nombreux. Nous sommes des membres donc d'une petite association, hein, une amicale qui est restée amicale, et ce sont des gens maintenant âgés, hein, comme moi. Et moi un peu, la plupart, moi je suis la plus vieille je crois, qui se sentent attachés par des liens familiaux, par des liens amicaux aux anciens qui ont combattu et aux morts aussi, dont les noms sont gravés dans notre département sur les stèles qui parsèment tout le département, hein, où on voit, si on s'arrête un petit peu, on voit des noms. Donc voilà, et nous essayons de travailler toujours sur la mémoire. Nous avons des contacts avec surtout des jeunes des établissements scolaires qu'amènent certains de leurs professeurs et certaines associations, et des jeunes qui s'intéressent à ce patrimoine historique. L'histoire, c'est un patrimoine aussi, et il faut le conserver. Donc, bon, moi, je vois qu'il y a beaucoup de jeunes ici, et tant mieux, hein, tant mieux, parce que peut-être que dans ce que je vais dire, vous comprendrez un peu ce qui s'est passé dans une autre jeunesse, celle de vos arrière-grands-parents, en fait. Hein. Mais c'était une jeunesse, c'était une génération jeune qui s'est jetée dans cette guerre très particulière qui était celle des maquis. Donc, peut-être que certains ont des grands-parents ou des arrière-grands-parents, Donc, je vais vous parler un peu de cette jeunesse-là, de cette génération-là qui a combattu. Et pourquoi et comment. Alors, moi, mon père, Jean Estève, a été maquisard. Et c'est donc sa jeunesse, à lui, que je connais le mieux. C'était un bon élève. Il était né à Orange, dans le Vaucluse, le 9 mai 1920. Donc, il a passé le bac à 17 ans, il aimait le travail intellectuel, mais c'était aussi un passionné du scoutisme. Et le scoutisme, on l'oublie, hein, mais ça jouait un rôle dans ce genre de résistance. Et il n'a jamais abandonné ce mouvement du scoutisme laïque, les éclaireurs de France. Et les techniques de vie et de survie qu'il a appris dans son adolescence lui ont servi, dans des moments très difficiles. Donc, je suis au bac, il s'inscrit dans ce qu'on appelle la Cagne, les lettres supérieures, à Lyon. Et puis, après 2 ans, il va poursuivre ses études à l'université d'Aix-en-Provence. Là, il rencontre sa future femme, une étudiante, et il se marie en janvier 42. Donc, et moi, je nais en novembre 43. Donc, en 1939, la guerre est déclarée. Il s'attend à être mobilisé. La guerre est déclarée. Normalement, quelqu'un de son âge va être mobilisé dans l'armée française. Et il n'est pas véritablement pacifiste. Il pense que la guerre est déclarée, il va falloir se battre. Il va falloir se battre. Et il pense même beaucoup, il écrit à ses meilleurs amis, à la mort. Ça peut-être que je serai emmené et que je devrais, comme il dit à l'époque, un petit peu de façon romantique, je pense au sacrifice suprême. Donc, d'abord cette idée donc, de mobilisation, et puis il y a la débâcle, l'armée française battue, hein, il faut bien penser, puis les gens qui s'en vont sur les routes, qui ont peur, et à ce moment-là,
il y a la signature du cessez-le-feu, qui est la signature de l'armistice, que tout le monde connaît, qui se passe à Rotonde, avec l'obligation donnée par Hitler que cet armistice soit signé exactement à l'endroit où l'armistice de 1918, qui avait marqué la défaite de l'Allemagne à Rotonde, enfin, pas la défaite à Rotonde, mais l'armistice signé à Rotonde, il veut absolument que ça soit signé au même endroit. C'est donc une revanche, en quelque sorte. Alors, voilà, donc ce très jeune homme, hein, mon père, je pense qu'il est un des rares à avoir entendu l'appel du général de Gaulle. Et en août 40, il fait une tentative de départ, de passage en Angleterre, mais c'est un échec, il n'arrive pas, enfin ça ne fonctionne pas, les gens qu'il rencontre, ça ne va pas. Donc il reste en France. Et à ce moment-là, la France est divisée en deux. Il y a la zone libre, comme on disait, et puis le reste qui est sous l'autorité directe de l'Allemagne. Il est étudiant dans cette zone dite libre, mais où l'occupation ne se fait pas encore brutalement sentir. Il passe dans un des chantiers de jeunesse créés par le nouveau gouvernement, le gouvernement de Vichy, et ça n'intéresse pas. Ce genre de chantier de jeunesse, ça ne ressemble pas à ce qu'il connaissait, lui, du scoutisme laïque qu'il avait fréquenté. Donc, il retourne à Lyon, qui est un petit peu le centre de cette France dite libre. Il retourne à Lyon et en novembre 1942, cette France libre est de nouveau occupée par l'envahisseur allemand. Et c'est après ce moment assez long que je vais vous parler de ce qu'il fait à ce moment-là, parce que là, il entre véritablement dans la résistance et dans la clandestinité, donc. Il a rencontré des étudiants de tendances idéologiques très diverses. Hein. À l'époque, c'était simplement des gens qui partageaient l'horreur du nazisme. C'est les gens qu'il rencontre, des gens qui ne supportent pas cette idéologie nazie, qui est une idéologie principalement raciste, hein, avec l'idée donc d'une race supérieure qui va nous gouverner tous, et voilà, on va s'incliner. Non, ils ne sont pas d'accord pour ça, et ils cherchent une façon de combattre. Et c'est alors que va se créer les premiers maquis. C'est le 22 juin 1942 que Laval, chef du gouvernement de Vichy, déclare « Je souhaite la victoire de l'Allemagne ». Donc voilà le gouvernement français qui dit « Je souhaite la victoire de l'Allemagne ». Jean Estève, mon père, il s'est lié d'amitié en particulier avec Jean-Marie Domenach et Georges de Sèvres, qui sont proches de la revue Témoignages chrétiens qui vient de se créer à ce moment-là et qui est aussi anti-nazi. Donc ce petit groupe crée un petit comité universitaire qui s'appelle le comité Lyon-Grenoble, et il se donne pour tâche d'aider les réfractaires au service du travail obligatoire. Ils se mettent en relation avec le mouvement Combat, dont j'ai parlé un peu, dont Henri Freinet est l'instigateur, et ils s'affilient à ce mouvement. Voilà. Donc, les premiers maquis, les gens qui refusent, les réfractaires, et un mouvement. Alors, c'est alors qu'intervient un personnage très intéressant
qui a été oublié en grande partie. On n'en parle plus de cet homme. Il s'appelait Robert Soulages et son nom de guerre était Sarrazac. Sarrazac, c'est une commune du côté de Périgueux, je crois, où lui avait été élevé, Sarrazac. Donc, je vais vous parler un peu de Sarrazac. À l'origine, il passe par l'école normale d'instituteurs, voilà, où étaient formés les instituteurs, à Périgueux. Et puis, il décide de devenir militaire. Et par goût du voyage, il entre dans l'infanterie de marine. Il se déplace beaucoup, il est en Chine à un certain moment, et il rencontre un philosophe, Teilhard de Chardin, qui est un peu oublié aussi maintenant. Je pense que les terminales là ne savent pas qui est Teilhard de Chardin, mais c'est un philosophe, c'est quelqu'un qui travaille dans la paléontologie et qui est passionné par l'évolution humaine. Hein. Donc peut-être que oui, beaucoup de gens savent, je ne sais pas, mais bon, il se lie un peu d'amitié avec ce philosophe. Et à l'époque, il y a une guerre entre la Chine et le Japon. La France y est mêlée, je ne vais pas vous raconter pourquoi. Il combat, donc Sarrazac combat au Tonkin. Et il est blessé, bon, il est rapatrié en France. Et là, il rencontre, par hasard, dans un bistrot, Henri Freinet, avec qui il avait été ami tout au début de la guerre. Il le connaissait bien. Et Freinet le convainc d'entrer dans son mouvement, le mouvement combat. Et alors, dans le mouvement combat, il rencontre donc les premiers maquis. Il voit que ça existe, ça se forme. C'est une forme de combat. C'est autre chose que le combat militaire. Et je vous dis ce qu'il a écrit à ce moment-là. Il faut que ces agrégats inconstitués d'enfants perdus, réfugiés dans les forêts et les montagnes, ne s'effilochent pas en bandes autonomes et parfois adverses, en proie à la tentation du découragement passif face à l'inaction, aux contraintes de l'isolement, aux nécessités de la recherche alimentaire, au dénuement matériel et moral. Il faut créer des équipes cohérentes et fonder une communauté. À défaut d'autre chose, il faut forger les premières armes de l'esprit et du moral. Il faut compenser l'absence totale de directives par l'intuition et l'invention dans l'expérience immédiate d'une vie clandestine des plus empiriques et hors la loi. Et c'est très difficile comme idée. On va s'adresser à ces jeunes qui sont partis, qui ne savent pas où ils vont, qui se cachent dans les montagnes, qui se disent « Oh, j'ai un grand-père qui est boulanger à Céreste, peut-être qu'il me recevra. » Ça se passe un peu comme ça au début. Et puis on crée des petits groupes, et puis qu'est-ce qu'on fait? On n'a rien à faire. Et c'est très difficile. Alors, Sarrazac s'adresse donc aux dirigeants de combat, Freinet, et il lui dit « Henri, il faut créer l'école de cadres des maquis. Je me débrouillerai pour trouver mes élèves. Dans moins d'un mois, j'en ferai des chefs de guérilla, rompus au combat, comme à la vie clandestine. Je serai sous tes ordres, mais je les instruirai à ma manière. » Et c'est comme ça que se constituent les écoles de cadres. C'est à Lyon, en janvier 1943, on se crée le service des écoles de cadres du maquis, sous le nom de Périclès. Il faut voir que tous ces jeunes gens, c'était souvent des étudiants qui avaient fait des études classiques, et Périclès, c'était le symbole de la démocratie. C'était ce grec qui a gouverné Athènes pendant au moins 30 ans, et qui a créé l'idée de démocratie. Le discours de Périclès sur la démocratie est encore appris par cœur en Grèce. Donc, Sarrazac
confie la création des premiers maquis écoles à des étudiants qui sont affiliés en général au mouvement combat, des étudiants qu'il connaît lui-même bien. Et il est enthousiaste. Il dit « La tâche qui s'offre à nous est magnifique. En quelques semaines, organiser les maquis, les redistribuer dans le cadre départemental, les encadrer, leur affecter une zone d'opération, préparer les chefs et les combattants à la guerre qu'ils allaient vivre. » Donc ça, c'est le petit discours de Sarrazac. Et la première chose qu'il fait, c'est de mettre en place des écoles nationales de cadres, c'est-à-dire de gens qui allaient encadrer ces maquis qui s'étaient créés un petit peu comme ça, au hasard. Et la première école de cadres, elle est créée dans l'Isère, sous la direction de Georges Sèvres, donc un ami de Sarrazac, et de Jean Estève, qu'on appelait Sévrane, de son nom de guerre, et dans le massif Belledonne, un lieu qu'il connaît bien, parce qu'il est passé son enfance, c'était sa maison de vacances, et où sa mère, Madame Le Sèvre, joue un rôle important dans l'organisation. Parce qu'il faut voir que Sarrazac aussi faisait entrer beaucoup de femmes dans son organisation. Donc, Madame Le Sèvre, elle organise l'école, elle voit comment ça peut se passer, enfin, etc. Et elle sera un peu plus tard arrêtée, torturée par Barbie, je ne sais pas si vous vous souvenez du nom de Barbie, et elle a été déportée à Ravensbrück. Elle est revenue, heureusement, mais son mari et son deuxième fils ne sont pas revenus. Donc, voilà, je l'ai rencontrée, Madame de Sèvres, et c'était une femme très intéressante, très belle, et qui avait gardé des séquelles des tortures qu'elle avait subies, parce qu'elle avait de temps en temps des problèmes d'équilibre et elle tombait. Hein. Mais elle était encore très active. Les stagiaires de ces écoles sont recrutés à Lyon, dans le milieu étudiant, et ils sont destinés à créer d'autres écoles de cadres. Voilà, ça se multiplie de cette façon-là, des écoles où on va apprendre aux gens à être des chefs de maquis, et ensuite ils vont répercuter sur les maquis ce qu'ils auront appris dans ces écoles. Donc, mon père Jean Estève s'appelle désormais Stéphane, et il est un des premiers stagiaires de ces premières écoles de cadres. Et puis, sur la suggestion de Sarrazac, il est chargé de trouver un lieu propice à la création d'une autre école nationale en Haute-Provence. Donc, comme il connaît assez bien la Haute-Provence, surtout à cause de sa femme qui est originaire de Blieux, un village entre Castellane et Digne, il va prospecter. Et évidemment, il tombe sur l'hôtel Pascal, qui recevait les gens qui cherchaient justement à faire quelque chose pour la résistance. Et le personnel de l'hôtel Pascal le reçoit et lui indique une bergerie dans la montagne, pas très loin, qui est très bien parce qu'on voit la route, on voit le petit train qui passe, on sait où on est. Et donc, il crée cette école de cadre sous le nom de la lavanderie. La lavanderie, parce que la Provence et la lavande, la Provence, surtout la Haute-Provence, c'est important. Et les premiers éléments arrivent assez vite. Les premiers étudiants et autres qui se sentent capables d'être des chefs de maquis viennent à la lavanderie. En particulier, un groupe de routiers, Clairant de France, qui arrivent de Marseille. L'école fonctionne d'abord donc sous la supervision de Stéphane, Jean Estève, mais il vient surtout vérifier un petit peu comment ça marche, parce Sarrazac lui confie très vite une autre mission, l'inspection des maquis de la région sud et la coordination de leurs actions avec la direction nationale qui s'est déplacée à Paris. Voilà. Donc, j'ai retrouvé un petit mot de Sarrazac
qui dit j'ai vu Stéphane, heureux de la naissance d'une petite fille, mais un peu inquiet d'une mission difficile. La petite fille, c'est moi. Hein. Donc, c'est à Paris que Stéphane se fait arrêter, justement dans cette mission de coordination difficile, par un agent double qu'il rencontre en Périgord, dans la Montagne Noire. Et j'ai retrouvé une très courte lettre de lui, parce qu'il est arrêté. Hein, et il écrit donc à son retour, le 11 juin 1945, « Je suis revenu il n'y a pas 2 semaines de Dachau, où j'avais été interné à la suite de mon arrestation. Ce que j'ai vécu à Paris, d'abord où la milice me torturait, puis en Allemagne, je n'ai pas envie de te l'écrire. » C'est à son meilleur ami qu'il écrit. « Je te dirai seulement que je sais maintenant ce que sont haine, cruauté et asservissement. » Bon, pendant ce temps, lui, il se trouve donc à Dachau. Sarrazac continue la création des écoles de cadres. Il en crée une dans le Jura, qui deviendra très importante et où il se retrouve très souvent. La Lavanderie existe toujours, cette école de cadre des Basses-Alpes, et elle devient une école régionale qui devra servir de modèle à d'autres écoles régionales qui vont se créer dans tout le sud de la France. Et cette école régionale, c'est Gérard Pierre-Rose, dit Prince, dit Manfred, recruté dans les rangs de l'ORA, c'est-à-dire l'organisation de résistance de l'armée, qui prend la direction de cette école. Et les volontaires affluent, les volontaires qui sont certains des militaires, d'autres des gens qui sont simplement des maquisards, des résistants. Et j'ai trouvé une lettre d'un sous-lieutenant, Granier, qui est emmené par un agent de liaison qui s'appelle Petrokilos, qui est d'origine grecque, donc, et qui rejoint ce que ce Granier, dans une lettre, appelle un maquis international. Il y a là un diamantaire belge, un Polonais, un officier yougoslave, des Espagnols, des Français paysans montagnards de la région et des originaires de toutes les parties de l'Hexagone. Dont Pierre Rose, un camarade de Saint-Mexan, école militaire, vient de prendre le commandement. Donc il faut voir ce que c'était ces maquis. C'était pas seulement des petits Français qui s'enfuyaient, c'était des gens qui voulaient résister au nazisme. Donc on trouve aussi dans ces maquis, par exemple, des Russes blancs réfugiés, des soldats soviétiques qui sont enrôlés de force par l'armée allemande, mais déserteurs, et des partisans italiens. Donc, chaque école de cadre, chacune de ces écoles de cadre, devait former des chefs qui devaient répercuter sur les maquis auxquels ils seraient affectés les instructions qu'ils avaient eux-mêmes reçues. Donc, en plus d'une instruction militaire très stricte, bon, on apprend à combattre, et un combat spécial, c'est le combat de la guérilla. Donc, en plus de cette instruction militaire, il devait recevoir une instruction civique et politique sous forme de conférences, parfois préparées par Sarrazac lui-même, mais aussi confiées à des étudiants qu'il appelait ses cogiteux, à qui il transmettait l'essence de sa philosophie. Alors, il avait en effet une philosophie. Et c'était un guerrier, Sarrazac, mais c'était un guerrier qui rêvait d'un monde fraternel où le progrès technique, parce qu'ils étaient un petit peu obsédés par ce progrès technique, qui en plus de ça était le progrès qui arrivait par les armes nouvelles, hein, les premiers drones et tout ça arrivaient aussi à l'époque. Et donc c'était un guerrier qui rêvait d'un monde fraternel où le progrès technique donnerait à l'humanité une puissance unitaire. Ça l'a obsédé, cette idée de la puissance unitaire de l'humanité qui rendrait toute guerre inutile. Il devait, après la guerre, fonder un mouvement qui s'appelait le mouvement mondialiste, le Front humain des citoyens du monde. Et ce mouvement a eu un certain succès après-guerre, et puis, peu à peu, il s'était filoché, comme Sarrazac pouvait le craindre.
Donc voilà, il donne des conférences. Et j'ai noté une partie d'une conférence sur les rapports entre les chefs et les subordonnés, qui est intéressante parce que bon, c'est un petit peu quelque chose qui s'est développé, mais pas très très bien. Notre service se caractérise par la franchise des rapports, par la réduction des distances, par la légèreté des liens de subordination. Il n'y a de véritable unité entre un chef et son subordonné que lorsque tous les deux sont tendus vers l'efficacité maximale et que l'un et l'autre sont conscients de faire tout ce qui dépend d'eux pour l'atteindre. Alors la confiance naît entre eux et la vie circule dans leur rapport. Alors c'est de la part d'un militaire, ce qui est un peu curieux parce que si on se rappelle du numéro de l'article 1 sur la discipline dans l'armée, c'est la discipline faisant la force principale des armées. Il importe que tout supérieur obtienne de ses subordonnés une obéissance entière et une soumission de tous les instants. C'est le contraire de ce que dit Sarrazak. Lui, il forme des combattants qui ne sont pas soumis. Donc, dans cette école de cadre qui s'appelle encore la Lavanderie, Manfred, dont nous avons parlé, ce capitaine d'infanterie, dirige 4 sessions successives. Il était, Manfred, les gens le connaissent encore, il est mort il y a très longtemps, mais il était unanimement apprécié des stagiaires et de ses camarades de combat. Il y a comme une connivence entre l'attitude de Sarrazak et la sienne, parce que j'ai entendu un des résistants qui restent, il n'y en a pas beaucoup, il avait cette formule « surtout pas de haine ». Et un dirigeant de l'organisation de résistance de l'armée qui était venu en clôture à l'une des sessions que Manfred présidait, dit « Il y a là une quinzaine de jeunes vraiment magnifiques. Prince est un instructeur hors pair qui sait instruire les jeunes et les faire vibrer. » Donc, mais cette école de cadre, elle doit sans arrêt se déplacer. Elle doit se déplacer à cause des conditions climatiques, à cause du fait que les bâtiments qu'ils occupent sont souvent des ruines, et ils se déplacent beaucoup. Et à un moment, le 14 février 1944, il y a une dénonciation qui fait que la dernière des écoles où ils étaient des écoles de cadre, où il y avait des gens qui se préparaient à être chefs, elle est dénoncée et elle est détruite. Et une grande partie des stagiaires sont pris et disparaissent. Alors, cette école, finalement, cette école de cadre, elle ne va pas se reconstituer, mais cet esprit, l'esprit qu'avait créé Sarrazak, l'esprit Périclès, il va continuer à jouer son rôle, et ça a aidé beaucoup de ces jeunes résistants à survivre. On les appelait les enfants de Périclès, et quelques-uns se retrouvaient, se reconnaissaient dans les camps de concentration. Par exemple, à Dachau, mon père a rencontré plusieurs enfants de Périclès. Et puis aussi, ensuite, après la guerre, ils n'ont généralement pas fait des carrières brillantes, mais ils se reconnaissaient dans la vie civile et dans les déceptions de cette vie civile, souvent. Donc, c'est pas vraiment ces cadres, ces écoles de cadres, ils n'avaient pas un esprit de secte ou de parti. Ils avaient vraiment un esprit amical. J'ai retrouvé l'annuaire de Périclès. Et j'ai trouvé quelques noms de gens que j'ai connus. Par exemple, Joseph Rovan, qui a été historien, qui a fait une histoire européenne des rapports entre la France et l'Allemagne. Gilbert Lazare, qui a été un grand spécialiste du persan. Voilà. Et puis j'ai rencontré
quelqu'un que je ne connaissais plus, enfin que le nom ne me disait plus rien, et je l'ai retrouvé dans Périclès. C'est Nasser Haddad, qui, en 1955, quand Jean Estève est nommé professeur de philosophie, parce qu'il faut dire qu'il est revenu, hein, mon père, il a attrapé le typhus, c'est tout ce qu'il fallait, mais il a réussi à s'en sortir. Et donc, il a eu 6 enfants, dont je suis l'aîné. Donc, il est nommé professeur de philosophie en Tunisie, et il se rend presque immédiatement, on est parti, je me suis rendu en voiture, vers un petit village de la Grande Dorsale qui traverse la Tunisie, la montagne qui traverse la Tunisie. Et on a pour aller voir un médecin qui était installé dans un petit village. Et je me souviens très bien de cet homme, moi j'avais 8 ans, qui m'a reçu très gentiment. Enfin, c'était très agréable de le connaître. Et un jour, avant la mort de mon père, je lui parlais, mais tu te souviens de ce moment où on était en Tunisie, on est allé, c'était au printemps, on est allé chez un médecin, et il m'a dit, ben oui, c'était un de Périclès. Donc voilà ce qu'était Périclès, on en trouvait partout. Donc, ben voilà, il faut pas. J'ai parlé parce que nous sommes en train de travailler sur la mémoire. Et ce que nous faisons, c'est un combat, bon, moins difficile peut-être, mais important, contre l'oubli. Bon, voilà.